J'appelle maintenant sur scène Jean-Baptiste Drery, qui vient du Canada pour nous aujourd'hui. Welcome, Jean-Baptiste. Et qui va nous parler de sciences du comportement. Jean-Baptiste est quelqu'un de passionnant également, brillant. Tiens, tout est à toi. La scène est à toi. 10 minutes. Bonjour, vous m'entendez bien? C'est bon? Effectivement, je suis psychologue organisationnel. Alors l'approche, en fait, je pense ce matin était très bien introduite. On entend parler de technologie, on est beaucoup dans la découverte du potentiel de nos technologies. Et en même temps, en fait, on se rend compte qu'on revient énormément sur les fondamentaux de l'humain et les fondamentaux de nos capacités. Le plus grand marché qu'il y a aujourd'hui, après les data, c'est certainement celui de la biologie, de la neurologie, des neurosciences. Et d'ailleurs, Barack Obama ne s'y est pas trompé. Il a investi plus de 20 milliards de dollars dans son plan Brain. Vous avez peut-être entendu parler, il s'attend à avoir des retombées monumentales sur ces nouvelles technologies-là et ces nouvelles sciences. Donc moi, je viens du Canada, je suis français d'origine, depuis 9 ans au Québec. On évolue dans un marché qui est le marché nord-américain avec un grand plaisir parce qu'imaginez un marché où il y a uniquement entre 5 et 7% de demandeurs d'emploi. Ça crée d'autres perspectives. Et quand ça crée d'autres perspectives aussi, on regarde les talents différemment et on regarde aussi, bien évidemment, le marché nord-américain avec d'autres réflexes, avec d'autres approches. Moi, j'œuvre dans une compagnie, on est 90, spécialisée en psychologie organisationnelle. Et on se pose les mêmes questions que les recruteurs. On aide en fait les compagnies à évaluer les talents. On évalue à peu près 4000 cadres qui arrivent en fin de processus de recrutement, puis on fait des évaluations psychologiques. On fait des évaluations extrêmement poussées sur le comportemental, sur les habiletés intellectuelles et les habiletés comportementales. Et j'œuvre donc en tant que directeur marketing dans cette compagnie, mais j'œuvre aussi avec un volet en fait de vigie. J'exerce une vigie continue sur les tendances dans le marché. Et j'ai installé donc un réseau de vigie dans notre compagnie parce qu'on dessert nos clients avec des services en fait qui veulent de plus en plus voir ce qu'il s'en vient dans le futur. Et en fait, moi j'ai 2 sources de vigie. Je vais vous révéler un truc. Pour regarder vraiment ce qui se passe pour 2025, il faut regarder 2 choses. Il faut regarder les neurosciences. Tout ce qui s'écrit aujourd'hui sur les neurosciences, il y a à peu près entre 50 et 100 articles fondamentaux qui sortent sur les neurosciences qui nous révèlent le potentiel humain. Eh bien, on ne l'a pas exploré. On passe des RH administrativo, on va dire administratives et juridiques, on l'entendait tout à l'heure, vers des RH de plus en plus one-on-one, personne à personne. Et les neurosciences nous font un clash, on regarde ça et on se dit, on n'a encore rien exploité. Et les neurosciences, tout comme les sciences du comportement, nous promettent de revenir à l'humain. Et je pense que c'est un peu ça ce matin, la conférence Choc nous a ramené sur ce potentiel, ce gisement inexploité. Puis la deuxième source que je regarde, c'est aussi le marketing. Le neuromarketing. Le marketing est intéressant parce que il met en œuvre immédiatement des savoir-faire, des technologies qu'on peut regarder de près pour voir justement qu'est-ce qui s'en vient en termes d'attraction, de mobilisation et de fidélisation des talents. Au Canada, je ne sais pas ici, je ne sais plus trop ici, mais on parle d'attraction de talents, de fidélisation et bien évidemment le gros enjeu qui est l'engagement des talents. Et le marketing est aussi prodigieux en termes de potentiel. Alors, est-ce que je reviens en arrière? Voilà. Oui, vers la droite, la flèche vers la droite, oui, c'est bon. Voilà. Les objets connectés, on va regarder un petit peu les éléments qu'on observe aujourd'hui dans les neurosciences, puis dans les éléments du futur. Puis là, on est dans l'atelier prospective. Quand on regarde en fait ce qui s'en vient très clairement, on voit aujourd'hui des objets connectés partout, des milliards d'objets connectés. Puis là, je ne vous parle pas de demain ou d'après-demain, ce qui existe déjà aujourd'hui. Alors, c'est déjà présent, on collecte des milliards de données, bien évidemment,
Et en fait, pour construire quoi? Pour construire une image de soi, la représentation de soi. Vous allez pouvoir mesurer votre taux de stress pendant une conférence devant 60 personnes. Vous allez pouvoir mesurer vos talents, vos aptitudes. Vous allez pouvoir mesurer un certain nombre d'éléments qui vont documenter votre talent, votre potentiel. Et ça, les entreprises l'ont bien compris. Et également, bien évidemment, on va regarder de nouvelles possibilités au travers de tout ce qui concerne justement l'intelligence artificielle. Alors, tous ces objets connectés vont rendre le recruteur demain un décrypteur de talents, un découvreur de talents, aidé de milliards de données, et bien évidemment, le big data est derrière ces éléments-là. Donc, on est encore avec des approches très traditionnelles, on est encore avec des éléments, je dirais, où on regarde beaucoup nos processus. On est vraiment centré dans un modèle organisation à personne, alors qu'on va aller vers un modèle de personne à personne. Car qu'est-ce qu'il y a en arrière de toute cette technologie, cette belle montre que vous aimeriez acheter sûrement? C'est effectivement des RH enrichis. Mais enrichis de quoi? Enrichis d'une connaissance intime de l'individu. Et c'est là où peut-être tout à l'heure la réflexion arrivait en disant est-ce que l'humain c'est du digital ou le digital? Je pense qu'aujourd'hui on veut le séparer, mais en fait le digital n'est qu'un véhicule, n'est qu'un substrat pour mieux révéler notre potentiel. Et les RH justement vont pouvoir s'aider là-dessus. Alors s'aider, ça veut dire être capable peut-être de recruter un candidat qui ne sait pas qu'il est encore votre candidat. C'est peut-être aussi chercher le talent au travers d'informations prédictives que, de façon très surprenante, on va pouvoir débusquer. Il y a une compagnie en Californie qui s'appelle Matter Markers, qui regarde en fait avec la Californie, bien évidemment, le secteur des startups, qui sont les meilleurs porteurs de projets d'innovation disruptive. Et ils se sont rendus compte, en faisant des mesures avec LinkedIn, avec également toutes les startups du secteur, ils se sont rendus compte de deux choses. La première chose, cette petite entreprise de techno, s'est rendue compte que les meilleurs porteurs de projets d'innovation disruptive, qui vont avoir des startups qui vont se valoriser le plus, sont des gens qui, contrairement à ce qu'on pensait, n'ont pas moins de 22 ans, ont plutôt autour de 38 ans. Alors, ça fait un âge un petit peu plus avancé que ce qu'ils pensaient. Et les investisseurs se disent, bon, est-ce que tu es capable de pousser un peu plus loin et nous dire quelles sont leurs caractéristiques? Alors leurs caractéristiques, de façon très surprenante, a montré qu'ils avaient été assez longtemps dans la même entreprise. Et généralement ont été dans une entreprise où ils ont eu des postes qui leur a permis de forger des talents de façon assez solide pour être ensuite, à un moment donné, le porteur d'un projet, être un entrepreneur. Alors là, on découvre qu'à travers de tout un tas de données qu'on peut collecter, on est capable de cerner les vrais indicateurs de performance, on est capable d'isoler des paramètres qui d'un seul coup deviennent complètement contre-intuitifs. Vous vous seriez sûrement dit, je veux prendre un petit jeune qui a une progression extrêmement rapide, je veux prendre un petit jeune qui connaît vraiment la techno, puis là d'un seul coup vous vous rendez compte qu'il faut prendre quelqu'un qui a d'autres caractéristiques. Votre recrutement vient de changer, votre sourcing vient de changer, votre lecture des candidats vient de changer, et également la façon de le gérer va changer. Quand on dit neuroscience is everywhere, ça veut dire aussi education is everywhere. Et on le regardait tout à l'heure avec les MOOC, ça veut dire aussi que le talent va pouvoir se développer. On regardera tout à l'heure justement sur l'évolution du rôle. Je pense que le recruteur va évoluer de plus en plus vers un développeur de talent. Le marché du développement, d'ailleurs, développement du talent en Amérique du Nord est très élevé et très différent de ce qui est ici. Bien évidemment, le marché est un petit peu différent. Vous aurez la chance d'essayer Oculus Rift en haut. Je vous suggère d'aller le voir. Je vais y aller parce qu'il faut absolument que je vive l'expérience moi-même. Quand on parle en fait de rejoindre les individus, ça veut dire aussi être capable de mieux comprendre en fait l'ensemble de ce qu'il y a derrière en termes de prescription. Ça veut dire, là on parle de recrutement prescriptif, mais si on se projette en 2025, on va passer de mon meilleur entrepreneur va être celui-ci, le meilleur porteur d'un projet va être celui-ci, mais ça va être aussi d'être capable d'être un recruteur qui propose quelque chose,
qui est capable de recommander la prochaine bonne étape à un candidat. Quel poste tu devrais prendre? Quel manager tu devrais avoir? Quelles suggestions je peux te faire pour te développer? On n'est plus simplement à cibler. L'organisation essaye d'acquérir du talent. On est aussi à proposer. Et ça, le fait d'avoir une connaissance intime du candidat, une connaissance symbiotique, on voit d'ailleurs arriver des mots de symbiose avec les éléments technologiques, et cette mesure en temps permanent du candidat ou de l'être vivant, va nous permettre de pouvoir être exactement là où la personne veut être, là où la personne a besoin d'être stimulée. Et ça va nous faire gagner du temps. Ça va vous donner aussi des atouts incroyables comme recruteur pour pouvoir aligner vos ressources, aligner l'organisation, structurer les bonnes équipes, aller chercher justement les bonnes tâches, les bonnes missions à proposer aux candidats pour les attirer et être finalement une communauté de pratique. Alors, ça veut dire ici, au travers de prescriptifs, bien évidemment, un recrutement qui a multicouches, mais qui va aussi se doter d'outils pour finalement faire quoi? Revenir vraiment sur l'humain, venir se rapprocher de l'individu, et non pas perdre son temps à faire du brassage de papier, du brassage d'emails, mais vraiment parler à l'individu. Donc je pense que le recrutement et le recruteur va se redéfinir avec ces outils-là. Puis bien évidemment, Oculus Rift, c'est l'immersion. Et s'il y a quelque chose aujourd'hui qu'on ne propose pas assez, c'est d'être en situation au candidat. Hein, vous avez vu tout ce processus web, ensuite CV, réseaux sociaux, tout ça est très immatériel. Mais en réalité, demain, il faut faire vivre une expérience. Et faire vivre une expérience aux candidats, ça veut dire les plonger, leur faire ressentir les choses, leur faire deviner, leur faire comprendre un certain nombre de choses qu'ils ne savent pas encore. Et quoi de mieux pour ressentir des valeurs d'une organisation, pour ressentir les motivations, tout simplement de les vivre en situation. Alors, il y a tout un enjeu, tout un nouvel écosystème qui va s'ouvrir, qui est bien évidemment le recrutement par immersion, proposer aux gens de vivre l'organisation, les tâches, et de voir comment s'intégrer à un ensemble pour pouvoir vraiment ressentir. Et là, on voit en nouveau, on n'est plus du tout sur du discours papier, juridique, d'une offre d'emploi. On est sur l'émotif, on est sur le cerveau, on est sur le feeling. Et ça, c'est curieux d'avoir autant d'éléments objectifs se mêler avec des éléments finalement de sensation. Et quand un recruteur touche à la sensation et qu'il a bien ciblé son candidat, il est capable de l'attirer, mais aussi de le convaincre d'embarquer. Marche plus? Si. Je vous ai fait un petit tableau. Moi, je crois profondément en fait, à la valeur des données. En tant que psychologue organisationnel, on fait énormément de mesures, on met des cotes, on a beaucoup de données sur chaque candidat. On a estimé qu'on avait 665 points d'évaluation par candidat. Et demain, bien évidemment, le recruteur, il ne pourra pas travailler sans avoir des données en mode vraiment prédictive, avec justement un tableau de bord très précis. Ce qui va changer, c'est qu'on va travailler en mode flux. On va avoir des données en temps réel de ce qui est possible de faire. Nos candidats, nos employés vont nous donner encore plus d'informations à tous les jours sur est-ce qu'ils sont heureux, est-ce que ça fonctionne bien, est-ce qu'ils ont leur expérience optimum au travail, est-ce qu'ils ont un certain nombre de choses intéressantes à proposer et la possibilité finalement pour vous, recruteurs, de pouvoir vous dire « Ok, moi, qu'est-ce que je dois faire en fait en termes de suivi ? Qu'est-ce que je vais pouvoir devancer pour pouvoir être proactif et non pas réactif sur le processus ?» Et là aussi, je dirais, les talents en fait, vont pouvoir vous parler. Puis même si on rêve un peu, 2025, c'est pas très loin, 11 ans, mais le précognitif, le recrutement précognitif est aussi un mot qu'on devrait surveiller. Précognitif, là, on rêve littéralement, mais figurez-vous que Google, et ce matin, ce qu'on discutait en introduction, c'est pas si loin. Être capable d'avoir des indicateurs avancés pour savoir ce qui fait que quelqu'un va acheter, c'est déjà dans les mesures, dans les outils de mesure et de satisfaction d'acheteurs. Alors pourquoi ça ne le serait pas
à l'égard de vos candidats qui regardent vos offres d'emploi, qui observent votre veille et votre marque employeur et qui vont aussi pouvoir vivre une expérience pendant votre processus. Mais d'avoir des arguments qui arrivent au bon moment et qui sont donnés par toute cette expérience de données va vous donner vraiment des leviers très forts pour pouvoir convaincre. Tout ça pour amener donc au nouveau rôle. Puis j'ai mentionné que les neurosciences, parmi elles, bien évidemment, tout ce qui est la biologie, les neurosciences, la robotique, les BRING, comme on les appelle, également les neurosciences et les éléments de génétique, vont modifier profondément le recruteur. Je ne sais pas si le mot recrutement va encore parler. Par contre, bien évidemment, on parle déjà d'attracteur, on est déjà dedans, de connecteur social, être capable de pouvoir faire des liens, intéresser les gens en fonction de toutes ces données-là, d'orienter votre discours, de personnaliser votre discours, va vous amener à un autre niveau de décision et d'information. Puis, le recruteur n'est pas juste un acheteur de talents sur un marché, il est aussi un agent de développement. Il doit proposer une étape à un moment donné de carrière d'un candidat. Avec son tableau de bord avancé, il est capable de dire « toi, la prochaine étape, ça pourrait être peut-être ceci ». Et ça va l'amener à avoir d'autres comportements. Ça va l'amener à avoir du comportement, bien évidemment, de pré-recrutement, de pipeline, finalement, de gestion du pipeline des talents, mais aussi peut-être de re-recrutement. Être capable de revenir chercher un candidat qui est sur le marché, qui est venu travailler dans votre entreprise, qui s'en va, qui va avoir d'autres expériences. Il est aussi normalement dans votre observation, dans votre scanner, et il fait partie des candidats que vous allez pouvoir reconsidérer plus tard. La gestion des carrières ne se fait pas qu'à l'intérieur de l'entreprise. Et ça, c'est aussi une redéfinition du rôle de recruteur. Faut-il avoir derrière, bien évidemment, une banque, mais aussi des outils pour pouvoir gérer tous ces éléments-là. Un simulateur d'expérience, on en parlait tout à l'heure, ce sont les discours, faisons vivre les choses. Vous allez voir que ça marque l'expérience et ça crée votre marque. Et puis un négociateur de différenciateur. Comme je le disais tout à l'heure, ça ne sert à rien de proposer la même chose à tout le monde. Par contre, d'être capable de personnaliser, d'avoir une suggestion extrêmement personnelle et significative pour le candidat. Est-ce qu'on est rendu là aujourd'hui? Oui, quand on le rencontre et quand on a une vraie relation, quand on a une entrevue approfondie. On n'est plus transactionnel, on est relationnel. Et là, être un vrai découvreur de talent, être un vrai agent de développement est aussi une autre façon de faire du recrutement, et ça va se faire savoir. Et puis, le promoteur de carrière, bien évidemment. Alors, vous voyez que les rôles, aujourd'hui, sont complètement réévalués, rediscutés, avec une connectivité instantanée, avec également une interactivité renouvelée. Le recruteur est en train de changer complètement son approche pour être un assembleur de talents et un développeur de talents. En Amérique du Nord, en tout cas, on le voit déjà pointer très clairement. C'est sûr que les enjeux de main-d'œuvre ne sont pas les mêmes. Les enjeux de planification de la main-d'œuvre aussi, avec le vieillissement. Au Québec, la population est encore plus âgée et il y a des secteurs qui sont en train de renouveler leur main-d'œuvre de pratiquement 50% dans les 5 années en cours. Et j'ai des clients qui ont déjà renouvelé un certain nombre de leur main-d'œuvre de façon pratiquement d'un tiers sur 4 ans, ce qui fait que c'est un rythme extrêmement soutenu, et ça c'est une autre donnée bien évidemment. Mais la capacité donc du recruteur à pouvoir établir cette relation privilégiée, à mon avis, prend tout son sens derrière tout le volet technologique qu'on entend aujourd'hui. Finalement, toute cette technologie, c'est pour nous libérer d'un certain nombre de choses. Normalement, c'est pour recréer de la valeur, supprimer les éléments à faible valeur ajoutée, mais aussi pour revenir directement sur l'individu. Donc, le recruteur aujourd'hui est face à des défis. Ne négligeons pas le fait aussi que les candidats sont en attente d'un certain nombre de ces choses-là, car dans leur foyer, leur expérience va beaucoup plus vite que celle qu'on imagine. Par contre, bien évidemment, l'interactivité, l'accessibilité du recruteur devrait être aussi rediscutée. Aujourd'hui, c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement difficile, ça reste
très procédurier. Donc une autre approche s'en vient. Bien évidemment, on le sent venir et on le voit aujourd'hui très clairement discuté dans les différents ateliers. Alors les neurosciences et les sciences du comportement ont de beaux jours devant eux. Je dirais qu'il y a un renouveau, il y a un repositionnement de ces approches-là. Observez, regardez, vous allez voir que vous allez pouvoir avoir de nouveaux critères de décision. Faut-il aussi que la société française, si on veut parler uniquement pour ces éléments-là, change aussi certains paradigmes et se renouvelle. Et peut-être que les éléments scientifiques vont amener aussi un renouveau sur le plan plus culturel d'une conception de la main-d'œuvre qui, en France, peut-être offre aussi beaucoup de blocages et de résistance. Et on le sent dans certaines discussions individuelles. Ça m'a frappé aujourd'hui, et ne serait-ce que pour cela, j'en suis très... Merci de l'invitation, pour avoir constaté combien on se donne aussi des limites à certains moments. Alors, voilà pour, je dirais, le petit tour dans le futur. Un tour qui n'est pas si loin parce que, comme je vous le disais, tous les éléments dont je me suis inspiré sont tirés de théories et d'articles qui sortent à tous les jours, et on pourra partager sur Twitter différents contenus là-dessus. Et je crois qu'on va continuer de partager sur Twitter parce que c'était quasi impossible de t'arrêter. Désolé, je suis très bavard. Je m'étais retenu depuis tant d'années. Il n'y a forcément pas beaucoup de place pour les questions. Alors, je vais faire quelque chose de très frustrant, je suis désolé. Mais sinon, on ne va vraiment pas y arriver aujourd'hui. On va s'arrêter là et on va vraiment dire un grand merci, un énorme merci à Jean-Baptiste.